Dans cette vidéo, je vais vous parler des plus vieux matériaux terrestres connus, les zircons adéens, et de comment ces zircons ont pu nous aider à comprendre à quoi ressemblait notre planète lors des premiers millions d'années de son histoire. Donc cette carte présente la distribution géographique des plus anciennes roches terrestres connues, c'est-à-dire d'âge archéen, qui ont entre 2,5 et 4 milliards d'années avant aujourd'hui, comme le montre la frise chronologique du bas. Et ces roches sont représentées en rouge sur la carte. Parmi celles-ci, les roches les plus anciennes ayant été datées sans ambiguïté à l'heure actuelle sont les gneiss d'Acasta, représentées par l'étoile jaune, qui sont situées au nord-ouest du Canada. Ces roches sont des gneiss, c'est-à-dire d'anciennes roches magmatiques, déformées, métamorphisées, c'est-à-dire transformées, dont les composants les plus anciens présentent des âges autour de 4 milliards d'années. Mais on connaît des matériaux d'âge plus anciens, c'est-à-dire adéens, et dans ce cas, il ne s'agit pas de roches, mais de minéraux isolés, en l'occurrence des zircons, d'âge compris entre 4 et 4,4 milliards d'années. Ce sont des zircons que l'on dit détritiques, c'est-à-dire que les roches dans lesquelles ils se sont formés ont été détruites par des processus d'érosion, mais ces grains ont subsisté dans des sédiments d'âge plus jeune. On a retrouvé de tels zircons détritiques adéens un peu partout dans le monde, comme on le voit sur la carte, mais plus de 95% d'entre eux, tels que celui dont l'image est présentée ici sur la diapo, proviennent d'une seule localité et même d'un unique affleurement situé à Jack Hills, dans le désert d'Australie occidentale. L'essentiel des résultats que je vais vous présenter dans cette vidéo provient donc de l'étude des zircons de Jack Hills, qui sont parmi les minéraux les plus étudiés sur Terre depuis plusieurs décennies. Alors tout d'abord, petite parenthèse pour vous présenter ce minéral qui est le zircon. C'est un minéral de formule chimique ZrSiO4, donc un silicate de zirconium. C'est un minéral commun de toutes les roches de la croûte continentale terrestre, et il est extrêmement résistant à l'altération, ce qui explique que des zircons aussi anciens aient pu être préservés jusqu'à aujourd'hui. Le zircon contient des petites quantités d'autres éléments, notamment d'uranium et de thorium radioactif, qui se désintègrent en plomb, et il n'incorpore pas de plomb lors de sa cristallisation, ce qui en fait un candidat idéal pour la datation uranium-plomb. En gros, la mesure des rapports plomb-uranium des zircons permet de les dater directement. Donc pour plus de détails sur ce sujet, je vous renvoie à la vidéo sur le thème de la datation des roches sur Astrobioéducation. Donc ici, le diagramme de droite vous présente un histogramme de distribution des âges de quelques milliers de zircons les plus anciens qui étaient trouvés sur le site de Jack Hills. La plupart, comme on le voit, ont des âges compris entre 3,9 et 4,2 milliards d'années. Sur la planche de gauche, vous avez les structures internes imagées par microscopie électronique de certains des cristaux les plus anciens de Jack Hills. Celui qui est situé en haut, âgé de 4,4 milliards d'années et qui a été identifié dès 2001, reste à ce jour le plus vieux minéral connu sur Terre. Que peuvent nous dire ces minéraux sur le tout début de l'histoire de notre planète? Tout d'abord, puisque les roches dans lesquelles ces zircons ont cristallisé ont maintenant disparu, on peut tenter de rassembler des informations sur la nature de cette roche et le contexte géologique dans lequel elle s'est formée sur la base de certains indices. Et le premier indice qu'on peut utiliser, ce sont les inclusions minérales contenues dans les zircons de Jack Hills. En effet, lorsque le zircon va croître, va cristalliser, il va englober certains des minéraux qui poussent à côté de lui, et donc il va nous informer sur son environnement minéralogique lors de la cristallisation, donc finalement sur la roche dans laquelle il s'est formé. Comme le montrent ces images, obtenues par microscopie électronique, les zircons de Jack Hills contiennent des inclusions de différents minéraux, les plus fréquents étant le quartz, les feldspaths, les micas, donc biotite et muscovite, et occasionnellement l'amphibole. Tous ces minéraux sont typiquement les minéraux constitutifs des roches granitiques, comme on le voit sur ces photographies de granit plus récents. Il est donc raisonnable de penser que les roches parentes des zircons adéens de Jack Hills sont des roches de la famille des granites. En fait, puisque ces roches sont les produits de solidification de magma, on pense que les zircons de Jack Hills ont directement cristallisé dans des magmas de composition granitique. Les granites étant les constituants majeurs de la croûte continentale actuelle et se formant notamment au niveau des zones de convergence de plaques comme la subduction, la collision continentale, certains auteurs ont utilisé cet argument pour proposer l'existence d'une croûte continentale et de tectonique des plaques à l'adéen, telle que celle qu'on a aujourd'hui sur la Terre moderne. Donc pour tester cette hypothèse, on peut s'intéresser aux concentrations de certains éléments chimiques dans le zircon, et notamment les éléments qu'on appelle les éléments en trace, car ils sont incorporés en très petite quantité dans ce minéral, au maximum 1% de la masse du zircon. Parmi ceux-ci, le titane et l'hafnium, qui sont présentés dans ce graphique, sont très utiles puisqu'ils permettent de grossièrement distinguer les compositions de zircon qui proviennent de différents contextes présents au niveau de la tectonique des plaques moderne. Par exemple, les zones de subduction et collision représentées en bleu,
les zones de points chauds en noir, les zones de dorsale médio-océanique en vert et les zones de rifting en rouge. Or, on voit que les zircons de Jack Hills, représentés par les étoiles violettes, forment un champ qui ne coïncide parfaitement avec aucun de ceux qui caractérisent la tectonique des plaques modernes, notamment en raison de teneurs en titane qui sont trop faibles. Par contre, ils présentent des compositions très similaires à celles des zircons des roches granitoïdes typiques de l'Archéen, en orange, dont ils sont d'ailleurs plus proches d'un point de vue chronologique. Donc ça laisse penser que les magmas parents des zircons non seulement adéens, mais aussi archéens, se sont formés dans un contexte géologique différent de celui de la tectonique des plaques modernes et qui était propre à la Terre primitive. Pour mieux caractériser ce contexte, on peut s'intéresser à la composition isotopique de différents éléments constitutifs des zircons adéens, à commencer par l'hafnium. Donc, comme indiqué sur la droite de ce diagramme, la composition isotopique en hafnium des zircons provenant de roches issues directement du manteau vont présenter des valeurs d'epsilon hafnium qui sont positives ou autour de 0. A l'inverse, des zircons issus de roches formées par recyclage de croûtes préexistantes vont présenter des valeurs d'epsilon hafnium négatives, d'autant plus négatives que cette croûte sera ancienne. Donc sur ce diagramme, les zircons de Jack Hills sont représentés par les points roses, et on voit qu'ils ont des valeurs d'epsilon hafnium très négatives allant de -2 à -10, notamment pour les grains adéens, ce qui implique que leur roche parente provient du recyclage par fusion partielle d'une croûte relativement ancienne, dont l'âge serait compris entre 4,3 et 4,5 milliards d'années. Cette croûte se serait donc formée quelques centaines de millions d'années seulement après la fin de l'accrétion terrestre et pourrait représenter la première protocroûte de notre planète issue de la cristallisation de son océan magmatique primordial. La composition isotopique de l'oxygène des zircons fournit une autre information cruciale. En effet, les zircons ayant cristallisé dans des magmas directement issus du manteau terrestre possèdent des valeurs de delta oxygène 18 entre +5 et +6 pour 1000. C'est la bande violette sur le graphique. La plupart des zircons adéens, en rouge, présentent des valeurs sensiblement plus élevées, comprises entre +6 et +8 pour 1000. Et de telles valeurs se retrouvent dans les zircons dont le magma parent est issu de la fusion d'une croûte ayant subi une altération en présence d'eau liquide à relativement basse température, c'est-à-dire en subsurface. Ces données, elles suggèrent donc qu'il y avait suffisamment d'eau liquide à la surface de la planète pour altérer en masse la croûte terrestre primordiale, et dont la fusion partielle a donné les magmas où ont cristallisé les zircons de Jack Hills. Donc cela pourrait montrer que des océans existaient déjà sur Terre dès 4,3 milliards d'années, qui est l'âge du plus vieux zircon de Jack Hills, qui est caractérisé par ses valeurs élevées de delta oxygène 18. Cette conclusion, elle a été confirmée par l'étude de la composition isotopique du silicium de ces mêmes zircons. Ce diagramme présente le delta oxygène 18 que je vous ai présenté juste avant, en fonction du delta 30 silicium, et montre que ce dernier, le delta 30, permet de différencier les phénomènes d'altération. L'altération chimique subaérienne, qui entraîne la formation d'argile, est caractérisée par des delta 30 silicium négatifs, qui sont plus faibles que la composition des roches issues du manteau terrestre, représentées par les bandes rouges. Alors que l'altération sous-marine implique la précipitation de silice à partir de l'eau de mer et montre des delta 30 silicium plus élevés que les valeurs du manteau. Et les zircons de Jack Hills, représentés par les points violets, ont globalement des delta 30 silicium plus élevés que la signature typique du manteau. Donc ça les rapproche des roches altérées par interaction avec l'eau de mer. Donc en plus de confirmer l'hypothèse de la présence d'océans à l'Adéen, ces données suggèrent que l'altération de la protocroûte terrestre s'est faite essentiellement en domaine sous-marin et non aérien, et donc pourrait indiquer que la surface des terres émergées était beaucoup plus limitée à l'époque que sur la Terre moderne. Pour terminer, des travaux des 10 dernières années se sont intéressés aux caractéristiques magnétiques des inclusions de zircons de Jack Hills. Les images de microscopie à gauche montrent que certaines de ces inclusions forment des petites taches très brillantes, caractéristiques de minéraux très riches en fer. Ces minéraux possèdent donc une capacité d'aimantation lorsqu'elles sont soumises à un champ magnétique. Or, certaines de ces inclusions préservent une aimantation qui correspond à un champ magnétique de l'ordre d'une à quelques dizaines de microtesla, comme on le voit sur le diagramme de droite, qui est du même ordre de grandeur que l'intensité de l'actuel champ magnétique de notre planète, représenté par la bande bleue. Ces résultats, ils ont été très débattus, car comme on peut le voir, beaucoup de ces inclusions sont connectées à des fractures et pourraient donc représenter des minéraux d'altération qui ont cristallisé bien après leurs zircons hôtes. En résumé, les résultats obtenus sur les zircons de Jack Hills sont compatibles avec la présence à l'Adéen de roches granitiques issues du recyclage par fusion partielle d'une protocroûte qui est probablement le résultat de la cristallisation de l'océan magmatique primordial. On ne connaît pas précisément le volume que représentaient ces roches granitiques, s'il s'agissait, comme à l'heure actuelle, d'une véritable croûte continentale, ou bien si elles se limitaient à quelques poches de volume réduit au sein de la protocroûte. Mais il est vraisemblable que ces roches granitiques parentes se soient formées dans un contexte qui soit bien différent de la tectonique des plaques modernes, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Par ailleurs, les résultats de l'étude des zircons de Jack Hills montrent l'existence probable d'océans sur Terre, d'eau liquide, voire d'un champ magnétique dès 4,3 à 4,2 milliards d'années. Et donc, par la présence de cette eau liquide et d'un bouclier magnétique qui permet de protéger l'atmosphère des vents solaires, ces deux propriétés de la Terre ADN permettent de penser que la vie a pu s'y développer très tôt, même si, à l'heure actuelle, aucune trace sans équivoque d'une telle vie primitive n'ait été retrouvée.